Ce soir, nous sommes très heureux de recevoir pour vous Teddy Lelo, entrepreneur. Filière spécifique de l'événementiel qui s'occupe de ça. Par exemple, le mariage, le spécialiste de mariage, on l'appelle wedding planner. Il faut absolument identifier quelle est la valeur qu'on peut apporter. Je suis en face de M. Symphorien, je l'observe. La plupart du temps, on échoue. Honnêtement, la plupart du temps, on échoue. Peut-être la victoire peut représenter 20 à 30% de ce qu'on fait, de l'ensemble des choses qu'on fait. 70 à 80% du temps, on est soit... De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Ce soir, nous sommes très heureux de recevoir pour vous Teddy Lelo, entrepreneur, professionnel dans le domaine de l'événementiel et de la communication. Actuellement, il est le directeur marketing du groupe Parc Aquatique. Avec notre participant de ce soir, nous allons parler de l'entrepreneuriat, de sa vision ainsi que des activités qu'il mène sur terrain. Sans plus tarder, nous allons saluer notre participant de ce soir. Teddy Lelo, nous vous saluons. Bonjour. Teddy, nous sommes très heureux d'être en ta présence. Tu as plusieurs casquettes, mais parmi les quelques casquettes que tu as voulu partager avec tes spectateurs, nous retenons entrepreneur. Vous êtes dans le domaine de l'événementiel ainsi que directeur marketing du groupe Parc Aquatique. Pour les téléspectateurs qui te suivent de Tombouctou, Paris, Londres, Massachusetts, de ceux qui vous suivent de Libelenge, de Bukungin Kela, de Kisangani, qui est Teddy Lelo? Bonjour Symphorien, merci de me recevoir sur votre plateau. Donc comme vous avez bien défini, je suis Teddy Lelo, je suis, on peut dire que la casquette qui me représente le mieux, c'est entrepreneur. Mais entrepreneur, ça veut dire beaucoup de choses en même temps. Le domaine dans lequel j'exerce mes activités quotidiennes, c'est l'événementiel et la communication. Donc je suis dedans depuis plusieurs années, plus de 10 ans déjà, que je suis dans l'univers des événements et de la communication. Actuellement, dans mes activités, j'occupe le poste de directeur marketing du tout premier parc aquatique qui va ouvrir ses portes très bientôt à Kinshasa, qui s'appelle Aquasplash. Donc je m'occupe du marketing, entre autres la communication, les relations publiques et l'événementiel au sein du parc. Voilà comment je peux me définir. Teddy, nous aimerions savoir pourquoi vous avez préféré être entrepreneur au lieu de travailler par exemple dans un bureau tranquillement. Bon, déjà être entrepreneur et travailler dans un bureau, je cumule les deux choses aujourd'hui. Bon, c'est pas forcément, je peux dire qu'avec le temps, peut-être que c'est un choix, mais ça a toujours été comme ça, je pense. Par rapport à ma carrière, je me suis lancé à mon propre compte très tôt. C'est peut-être par rapport aux orientations que j'avais, mais c'était déjà depuis 2009 que j'étais à mon propre compte. J'avais déjà créé ma première société dans laquelle je travaillais. Donc pour moi, entreprendre, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon d'apporter une valeur, parce que qui dit entrepreneur dit forcément valeur ajoutée, forcément une certaine idée qu'on se fait du monde, une certaine idée qu'on se fait de l'environnement, des problèmes qu'on a tout autour de soi et on veut apporter des solutions. C'est dans ce contexte qu'on commence à imaginer une entreprise, parce que par définition même une entreprise est une organisation qui résout un problème. Voilà, et sa structuration maintenant peut être par entreprise, tout ce que vous voulez. Mais voilà, moi c'est comme ça un peu que je vois la chose. Donc très tôt, j'ai trouvé que je pouvais apporter ma pierre, où je pouvais résoudre certains problèmes. Et je me suis structuré en entreprise. Mais ça n'empêche pas que j'ai occupé dans le même moment plusieurs postes au sein des autres entreprises. Donc c'est comme ça que j'ai dit que j'ai un peu plusieurs casquettes. Teddy Lelo, les jeunes vous suivent, même les adultes qui veulent s'élancer à leur propre compte, qui se disent oui, Teddy Lelo a créé une entreprise, il avait accès au financement, il avait un bon écosystème. Est-ce que c'est facile de créer une entreprise? Parce que ceux qui vous regardent,
qui tentent de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la technologie financière, dans le domaine de l'agri-business, dans les domaines de l'innovation, dans les domaines des produits et services à la communauté, mais ils se posent la question, oui, Teddy est arrivé facilement, mais est-ce que créer une entreprise est une chose facile? Ok, merci pour la question. Déjà, je veux dire que déjà à l'époque que j'avais créé ma première société, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. À l'époque, il y avait plusieurs services, il fallait faire plusieurs services. Aujourd'hui, il y a les guichets uniques. Donc, il n'y a pas plus facile que créer une société aujourd'hui, une entreprise. Vous allez au guichet unique, vous payez ce qu'il faut. Je pense même que c'est moins de $100 ou ça avoisine $100. En quelques jours, vous avez une société légalement établie. Ce n'est pas le plus difficile dans l'histoire. Le plus difficile, c'est de pouvoir créer l'objet de votre entreprise. Parce que c'est ce qui est important. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez solutionner en fait. Une entreprise part d'une problématique. La forme entreprise n'est qu'une structuration juridique, je peux dire, ou bien pour répondre à des obligations légales ou structurelles, on se constitue en entreprise. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quelle réponse vous voulez apporter à quelle question, quelle solution vous voulez apporter à quel problème. Et vous visez qui? Voilà, quelle est votre clientèle cible? Est-ce que cette clientèle est capable de consommer ou de recourir à la solution que vous proposez de façon permanente au point de soutenir votre activité? Donc, je pense que le vrai défi est à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, les entrepreneurs sont des éternels apprentis. Peu importe le nombre d'années que vous avez, c'est vrai que vous pourrez être à l'aise au point expérience sur X ou Y choses, mais les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs sont des éternels apprentis. Ils ne cessent d'apprendre tous les jours, ils ne cessent de grandir. Et encore, moi, je peux dire aujourd'hui, oui, c'est vrai que j'ai fait des choses, mais je ne me considère pas encore comme un entrepreneur aguerri. Je me dis que par rapport à mes propres objectifs, j'ai encore un long parcours. Je continue d'apprendre. Je suis très preneur de toutes les expériences qui me font grandir, qu'au point de vue de mes compétences, qu'au point de vue de mon statut en tant qu'entrepreneur. Et puis, entrepreneur, il y a aussi le vrai défi, c'est de pouvoir combiner avec les autres. Une entreprise, on n'est pas seul, il faut engager des gens, il faut travailler avec des fournisseurs, il faut travailler avec... Voilà, tout cet écosystème-là n'est pas toujours facile. Tout dépend aussi dans quel secteur vous entreprenez. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus réglementés que d'autres. En ce qui me concerne, la communication et l'événementiel, ce sont des secteurs où beaucoup de métiers sont nouveaux dans notre pays. Beaucoup de métiers, on commence à les comprendre maintenant. Il y a 10 ans, quand je me suis lancé, il y avait certaines choses qu'on ne connaissait pas. Il y avait certains métiers qu'on ne connaissait pas dans le secteur de la communication, de l'événementiel. L'événementiel même, c'était un secteur nouveau. C'est vrai qu'on est habitué à voir des événements s'organiser tout le temps, mais de façon professionnelle, recourir à des professionnels, c'était quelque chose de nouveau. Donc, je pense que, vu comme ça, on a tout le chemin à faire. Donc, je répondrai pour dire que oui, c'est facile de créer une entreprise, mais ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le plus difficile. Teddy Lelo, nous allons maintenant entrer dans les fondations de nos échanges, surtout dans vos domaines. Vous êtes professionnel dans le domaine de l'événementiel, de la communication, de la connaissance générale. L'événementiel, fête d'anniversaire, mariage, conférence, communication, parler à la télé, faire une publicité. Mais vous, en tant que professionnel, pouvez-vous nous expliquer ce secteur? Qu'est-ce que nous devons comprendre par l'événementiel ainsi que la communication? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Parce que vous êtes en train de l'expliquer, c'est un secteur nouveau où l'on recourt pour la toute première fois aux professionnels de domaine, parce que ce soit dans des ONG, que ce soit dans des ministères, que ce soit dans des entreprises privées ou publiques, il y a toujours un chargé de l'événementiel, mais qui n'a pas le profil ou le CV qui le donne la compétence théorique et pratique de le faire. Très bien.
Oui, c'est vrai que les événements, de façon générale, font partie de notre quotidien depuis bien longtemps. En tout cas, comme vous avez dit, anniversaire, fêtes, conférences, les hommes organisent des événements depuis la nuit des temps. Dire que l'événement est nouveau, c'est mal dire. Mais par contre, la professionnalisation de la filière événementielle est quelque chose qui est en train encore de se construire. L'événementiel, en tant que secteur, c'est l'ensemble des activités qui concernent l'organisation des événements, l'organisation et la gestion des événements. Aujourd'hui, avec la demande, parce que l'événementiel, c'est un mode de communication. Voilà, on dit que c'est le mode de communication le plus humain, parce que l'événementiel requiert des rencontres entre les hommes pour un objectif précis. Alors, avec le recours de plus en plus accru que les entreprises ont face à ce mode d'expression, il y a des exigences aujourd'hui. Donc, organiser un événement est devenu un vrai métier. Ça répond à des codes. Aujourd'hui, il y a des attentes, des objectifs. Et voilà pourquoi des personnes comme moi ont choisi de pouvoir se professionnaliser dans ces secteurs et apporter une certaine expertise aux personnes qui veulent organiser les événements dans un certain sens. N'importe qui peut s'improviser événementiel. Voilà pourquoi aujourd'hui, le besoin de la professionnalisation de la filière est importante. Parce que c'est vrai que tout le monde peut organiser un événement, mais pas n'importe quel événement peut être organisé par tout le monde. Donc c'est à ce niveau-là que les besoins professionnels est ressenti. Et c'est depuis un moment que les entreprises, les clients, les événements comprennent qu'ils doivent recourir à des personnes qui sont expérimentées dans le domaine pour pouvoir les aider à pouvoir atteindre les objectifs de leur projet. Aussi, la communication aussi, c'est quelque chose qui est naturel à l'homme. Donc voilà, on communique tout le temps. Mais aujourd'hui, les organisations, les entreprises ont des publics auxquels ils veulent s'adresser d'une certaine manière. Donc la communication, c'est cette discipline-là qui aide à structurer, à concevoir et à structurer le message qu'on veut adresser à un public déterminé. Et il y a des gens aussi qui sont habilités à le faire. La communication est une des fonctions les plus importantes aujourd'hui au sein des entreprises. Les entreprises en prennent de plus en plus conscience et ça nous donne du travail. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Teddy, si je me trompe, stoppez-nous. Nous avons remarqué que toutes les cérémonies, les activités, les fêtes arborent maintenant des thématiques. Même dans un deuil, on vous dit vous allez vous habiller par exemple en noir-blanc. Qui définit ça? Il y a des projections. À tel moment, on doit projeter par exemple les images pour se souvenir par exemple de l'anniversaire. Comment la personne qui est en honneur, on va remonter le fil de temps. Il était bébé, adulte, université, ainsi de suite. Et nous remarquons le timing dans l'activité. Donc, ce n'est pas comme de l'eau qui coule, mais on vous dira que vous avez 120 minutes. Dans ces 120 minutes, vous allez faire ceci, cela. Maintenant, la question des téléspectateurs qui nous suivent, pourquoi donner ce format-là? C'est pour créer de l'émotion. Quoi créer? Parce que le but de l'événement, c'est réaliser une activité qui a un début et une fin, que ce soit une fête d'anniversaire, ainsi de suite. Pourquoi on doit recourir à vos services? Pourquoi vous devez séquencer l'activité? Pourquoi vous devez donner une thématique? Et pour apprendre cette filière en RDC, y a-t-il des écoles de formation ou bien il faut aller à l'étranger ou bien se former tout seul comme un autodidacte? Très bien. Comme je vous ai dit, les événements font partie de la vie de tous les jours. Donc les hommes organisent des événements pour plusieurs raisons. Anniversaire, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, s'il y a un besoin de recourir à des professionnels, c'est parce qu'il y a des exigences. Comme vous avez dit, l'événementiel, il y a d'abord, on organise un événement pour un objectif. Parce qu'un événement, c'est une rencontre des gens dans un lieu pendant un moment. Donc il y a un aspect présentiel, il y a un aspect périodique. Voilà, c'est vraiment ça qui caractérise un événement. Et le plus important dans un événement, c'est le contenu. Oui, c'est mon anniversaire par exemple, ou c'est mon mariage, ou c'est un deuil.
Bon, il y a aussi des événements aujourd'hui à caractère privé, anniversaire, deuil, fête, mariage, ainsi de suite. Il y a aussi des filières spécifiques de l'événementiel qui s'occupent de ça. Par exemple, le mariage, le spécialiste de mariage, on l'appelle wedding planner. Donc, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'organisation des événements type mariage. Parce que ces événements ont des exigences que les autres événements n'ont pas. Le jour de votre mariage, vous voulez que tout soit parfait. Vous voulez que les invités, les personnes qui sont invitées dans votre fête ressortent de là avec des souvenirs, des émotions. Vous n'avez pas toujours le temps de trouver les idées. Vous n'avez pas toujours le temps d'organiser les choses d'une certaine manière. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens dans le métier, c'est de vous aider à atteindre ces choses de façon beaucoup plus professionnelle. Donc, je pense que le métier événementiel vient de l'exigence du marché, de l'exigence du résultat, de la façon de faire, de l'organisation, parce que les gens se sont rendus compte que, effectivement, organiser un événement, ce n'est pas se réveiller comme ça et tout est prêt. Il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup de gestion, même gérer les invités seulement, c'est tout un métier. Gérer les accès, c'est tout un métier. Le minutage, parce que voilà, vous avez du contenu, les personnes qui seront là ne seront là peut-être que pendant 2 heures. Comment vous allez les occuper de façon la plus pertinente et efficace possible pendant les 2 heures qui retiennent quelque chose. Moi, si je fais, pour parler des événements privés, si j'organise mon anniversaire et que j'invite M. Symphorien, j'aimerais bien que quand il repart de là, ça reste un souvenir. Pour que je puisse imprimer en lui ce souvenir, ça demande beaucoup de choses. La façon dont il arrive, la façon dont il est accueilli, la façon dont il va se mettre. Tout ça, ce sont des éléments qui vont l'aider à se souvenir de mon événement. Quand on rentre encore dans les événements professionnels, c'est-à-dire des événements des entreprises, c'est encore un autre volet parce que les entreprises ont des objectifs commerciaux. Les entreprises ont des objectifs d'image. Les entreprises ont des objectifs de contact, de pouvoir faire des bases de données. Donc les événements sont réfléchis, imaginés pour atteindre certains objectifs. Et pour s'y faire, il faut absolument recourir à des gens dont c'est le métier. Alors, il n'y a pas vraiment aujourd'hui, dans notre système éducatif, il n'y a pas une filière événementielle. L'événementiel, c'est un secteur rencontre, comme on dit. C'est vraiment un melting pot. Donc, vous pouvez être médecin événementiel, vous pouvez être... Moi, je n'ai pas de formation événementielle, je suis licencié en relations internationales. Dans l'événementiel, on a des techniciens, on a des photographes, on a des caméramans, on a plusieurs métiers dans un même secteur. Mais justement, la spécialisation aujourd'hui, c'est souvent dans la pratique. Ce qui se fait actuellement, c'est vraiment dans la pratique des gens qui ont fait X filières académiques, universitaires ou même qui n'ont pas forcément suivi tout ça, mais qui ont pratiqué de façon professionnelle et ont développé des aptitudes et des compétences. Mais le côté théorique devient exigeant aussi. C'est pourquoi aujourd'hui commence à se développer dans des universités des cours. Mais il n'y a pas vraiment une filière événementielle développée dans notre pays, malheureusement. Mais dans certains pays d'Afrique, déjà comme au Maroc, en Afrique du Sud, il y a la filière événementielle. Vous pouvez aller vous professionnaliser. Et un des projets personnels, c'est de pouvoir apporter des formations post-universitaires ou des formations professionnelles en événementiel. Je pense que si Dieu le permet, dans 1 ou 2 ans, nous pourrons réaliser ça. De l'événementiel à la communication, il n'y a qu'un pas. Tout est communication, mais comment bien communiquer? À la télé, on communique. Donc les médias, en général, on communique. Vous voulez faire venir des clients, il faut communiquer. Vous êtes dans la presse, il faut communiquer. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que nous devons comprendre par la communication? C'est un communicateur? C'est un chargé de communication? C'est un directeur de communication? Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame. Hein? Très bien. L'événementiel, fait partie de la communication. Dans la communication, vous avez la communication média. Donc la communication qui passe à travers des supports, la télé, l'affichage, tout ce qui est support média. Et vous avez une communication hors média. Donc l'événementiel est une technique de communication hors média. Parce que l'événementiel demande la présence des gens dans un endroit. Mais quand même, ça peut bien être une communication hors média
mais ça fait intervenir les médias. Parce que pour les événements, il faut communiquer aussi lorsqu'on a un événement. Et il y a des couvertures médias pendant un événement. Et avec l'essor du digital, on a grandi encore la sphère de l'événementiel parce qu'aujourd'hui, il existe des événements digitaux. Il existe des événements qui se passent en ligne, surtout avec Covid. On a vu ça personnellement, j'ai eu même une expérience d'organiser un événement qui était totalement digital. Donc c'est-à-dire que les participants étaient virtuels, l'espace était virtuel. Donc il y a cette conceptualisation-là. Alors, comme je vous ai dit, dans la communication, il y a plusieurs métiers. Il y a énormément de métiers. Il y a directeur de communication, il y a directeur de ceci, il y a chargé de relations publiques, c'est vraiment tout un univers de métiers, mais qui a un seul but, c'est de pouvoir délivrer un message qui vient d'un émetteur vers un récepteur via un canal. C'est vraiment ça, basique. Hein. On a étudié ça à l'école, je pense même certains ont étudié ça à l'école primaire, mais c'est vraiment un émetteur qui veut adresser un message à un récepteur via un canal et il veut l'exercer de façon la plus efficace possible. Voilà ce qui justifie l'existence de la communication. Maintenant, dès lorsqu'on se structure, dès lorsqu'on a des objectifs, la communication devient une fonction qui doit vous aider à atteindre cet objectif à travers un message. Donc voilà ce que je peux dire en gros pour que les gens puissent me comprendre. Surtout les jeunes qui aimeraient demain devenir communicateurs, qui peuvent être perdus pour savoir, même nous-mêmes dans la profession, on a des fois du mal vraiment à comprendre pourquoi on a besoin d'un chargé de communication. Mais dans toute structure, surtout si elle veut aujourd'hui, dans un contexte très concurrentiel, vous êtes obligé de communiquer. Soit vous avez recours à une agence qui vous aide à le faire, soit en interne, vous développez des compétences, vous cumulez des compétences, vous avez quelqu'un qui cumule des compétences, ou soit vous avez carrément un chargé de communication dont c'est le métier. Donc tout dépend aussi de la structure, des exigences de la structure, des objectifs, pour savoir quel type de fonction ou quel est le lien que cette structure a avec la communication. Teddy, les jeunes qui vous suivent maintenant, même les entrepreneurs qui veulent s'élancer, comment vivre de ces métiers? Comment convaincre? Comment se vendre? Parce que quand on est entrepreneur, on doit vivre. Peut-être les jeunes qui nous suivent ont femmes et enfants, mais comment survivre? Et lorsqu'on n'arrive pas à survivre de ce métier ou à vivre de ce métier, il y a le découragement. Et dans ce même marché, vous retrouvez Teddy Lelo, vous retrouvez d'autres noms. Comment se frayer un chemin? Par où commencer? Ok, je pense que la communication ne s'exclut pas du reste des réalités de la vie. On peut être footballeur, c'est pareil. La question sera aussi légitime. Il y a des gens qui vivent du football, d'autres pas. D'autres n'ont pas pu. Ils avaient du talent, mais ils n'ont pas pu faire du football le métier qui les fait vivre. D'autres y sont arrivés. Même le journalisme, il y en a qui avaient la passion, mais qui n'ont pas pu vivre de ça. Ils étaient obligés de tourner vers le commerce ou quelque chose d'autre. Donc vivre d'un métier, c'est une question qui est presque générale à toute la société. Mais c'est vrai qu'il y a des, entre guillemets, il y a des filières métiers comme médecin. On sait tous que quand je fais la médecine, je serai médecin, je vais aller dans un hôpital. C'est comme si c'était déjà tracé. Par contre, d'autres non. D'autres, il faut savoir observer l'environnement dans lequel on est. Comme je vous ai dit, le début de l'entreprise, c'est de solutionner un problème. Il faut absolument identifier quelle est la valeur qu'on peut apporter. Je suis en face de M. Symphorien, je l'observe. Je vois que M. Symphorien a une émission, a des objectifs, il a des ambitions. Je dois identifier qu'est-ce que Teddy peut lui apporter. Et si ce que je peux lui apporter est une valeur et quelque chose que M. Symphorien recherche, il s'établit déjà une relation entre nous. Il a besoin de moi. À moi maintenant de chiffrer, de valoriser cet apport. C'est ça, l'entreprise commence là. Je dis, ok, si M. Symphorien maintenant, ils sont à 20, à 30, à 40, ça devient un marché. Alors, qu'est-ce que j'apporte à ce marché-là? De quelle manière? Et qu'est-ce qui me différencie d'une autre personne qui peut demain développer la même offre? Est-ce que je veux suivre? Donc, il y a plusieurs questions en fait.
auxquelles il faut répondre. Mais pour m'adresser aux jeunes, il faut juste d'abord apprendre à se connaître. Apprendre, c'est vrai que ça ne vient pas du jour au lendemain, mais apprendre à se connaître, à savoir qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à son environnement. Il faut regarder son environnement et puis en ce moment-là, identifier ce qu'on est capable d'apporter. Ce n'est pas seulement en tant qu'entrepreneur, même en tant qu'employé, on peut toujours apporter des choses. D'ailleurs, moi je conseille souvent aux jeunes de pouvoir évoluer d'abord en entreprise pour apprendre les métiers. C'est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, le côté entrepreneur devient un peu aussi à la mode, mais il ne faut pas oublier que nos parents, ils ont suivi des carrières. Et ce n'est pas mauvais de pouvoir de travailler, même pour l'État. Il y a des pays où les jeunes commencent par travailler pour l'État et ainsi de suite. Des pays communistes, par exemple, où tout le monde travaille pour l'État. Voilà, vous apprenez l'administration et puis ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce que je peux dire en gros. Teddy, nous arrivons à ce point, les risques du métier. Certaines personnes sont prêtes à tout faire pour gagner des marchés. Par exemple, ils vont auprès d'une entreprise, ils veulent proposer des services en communication et événementiel, mais ils abaissent les coûts pour pouvoir gagner ce marché-là. Est-ce qu'il y a des risques à faire de telles pratiques? Vous voulez gagner un marché à tout prix, vous regroupez, vous êtes un groupe de jeunes, vous allez voir telle structure ou telle personne qui veut organiser telle activité ou autre. Au lieu d'évaluer le coût du service à fournir, mais il baisse les coûts. Est-ce qu'il y a un risque à pratiquer, à faire de telles pratiques en voulant gagner coûte que coûte un marché? Oui, bien sûr. Comme dans tous les autres secteurs, dans tous les autres métiers, il y a une exigence, il y a une utilité de pouvoir créer des codes, des réglementations. Voilà. Tous les marchés sont soumis à des règlements parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Je pense que l'État doit protéger les entrepreneurs qui exercent d'une certaine manière. Il y a des profils à déterminer. Par exemple, vous ne pouvez pas vous rêver de devenir avocat. Il y a tout un ordre qu'il faut respecter, un numéro, un cursus et tout ça. Et tous les métiers doivent répondre à ça. Malheureusement, dans l'événementiel, comme c'est un domaine qui n'est pas encore vraiment structuré, n'importe qui peut se réveiller un matin parce que je suis proche de X, j'ai le marché d'organiser X événements, je fixe le prix moi-même, je fixe le prix des prestations, je conditionne les fournisseurs, je fais ce que je dois faire. Et même si je suis client, je suis une entreprise, je veux organiser un événement, je sollicite les agences, voilà, ils travaillent, ils me proposent des devis, je dis non, telle personne m'a proposé de le faire à 10 fois moins cher. Cette personne qui propose à 10 fois moins cher est capable de tout brader parce qu'il veut absorber les marchés. Il y a beaucoup de risques là derrière. D'abord, le principal risque, c'est le secteur lui-même. La prestation de qualité a un prix. Si vous voulez faire un événement et que c'est un concert, vous voulez avoir une bonne sonorisation, ça a un coût. Coût matériel, l'expertise. Alors, si vous avez recours à quelqu'un qui ne maîtrise pas ça et qui vous propose des prix, vous êtes attiré par le prix, vous oubliez la qualité de la prestation. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de risques, même pour le porteur du projet, il peut voir son événement être très mal exécuté parce qu'il a fait exécuter ça à des prix qui ne peuvent pas être acceptés par des professionnels. Donc, je pense que tout professionnel de l'événementiel aujourd'hui, c'est vrai que on est obligé dans un contexte de réduction budgétaire d'y tenir compte. On n'a peut-être plus le beurre qu'il y avait avant. Et surtout avec Covid, les entreprises ont réduit leurs investissements dans le domaine de la communication et de l'événementiel. Il faut faire avec ça. Il faut tenir compte de ça. Mais il y a des prix en dessous duquel il ne faut juste pas travailler. Au prix de pouvoir se suicider professionnellement. Donc c'est pareil avec toutes les prestations techniques ou toutes les prestations. Il y a des prix minimums acceptables pour X prestations. Sinon, alors on devient charlatan, sinon on devient bricoleur. Et ça, c'est dangereux pour le secteur professionnel. Nous avons constaté dans ce pays plusieurs activités organisées par l'État, les entreprises de l'État, les structures nationales,
les structures locales. Mais nous remarquons, ce sont plus de l'expertise étrangère venue de la France, Belgique, Afrique du Sud, qui viennent exécuter ce projet en République démocratique du Congo. Est-ce que cette manière de voir les choses peut faire émerger positivement le secteur de l'événementiel de la communication géré, dirigé par les Congolais? Je pense que c'est une question qui est d'abord générale. Hein. C'est toute une façon de gérer un pays. Et je pense que le gouvernement ou bien même le président de la République, si je me fie à ce que j'entends, il y a toute une vision de pouvoir développer des entrepreneurs congolais. Alors, pour pouvoir recourir à la main-d'œuvre locale, une préférence pour la main-d'œuvre locale. Et dans certains secteurs, il y a même des lois. Il y a même toute une loi sur la sous-traitance qui est vraiment, on pense que ça concerne que les miniers, mais c'est un peu dans tous les secteurs. C'est que la main-d'œuvre locale doit être développée. On doit recourir à des talents congolais. À compétence égale, on doit préférer un local plutôt qu'un étranger. Et surtout qu'un étranger vous coûte cher. Parce qu'il se déplace, c'est des coûts qu'un local n'a pas. Et puis, effectivement, les barèmes de tarification ne sont pas les mêmes si c'est un Sud-Africain, un Américain, un Français qu'un Congolais. Bon, il y a peut-être ce truc de confiance qu'il faut créer. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que quand c'est fait par un étranger, c'est fait mieux. C'est toute une conception de la consommation qui doit être changée. Il y a des Congolais aujourd'hui qui vous donnent des très belles prestations, tout comme il y a des étrangers qui sont des charlatans. C'est pas parce que c'est un Italien, un Belge que forcément il va faire bien les choses. Donc, au niveau individuel, je pense que si je peux peut-être partager une idée, c'est de pouvoir dire de ne pas être complexé par quoi que ce soit. Le pays, le secteur, c'est notre secteur. D'ailleurs, dans le secteur de la communication, on aime bien recourir aux locaux parce que c'est eux qui comprennent leurs compatriotes. Un Indien, Libanais, Arabe ou Américain ne va jamais délivrer un message vers un Congolais mieux qu'un Congolais vers un autre Congolais. Donc voilà pourquoi c'est tout bénef pour nous dans la communication que même quand un étranger vient, il a tendance à poser des questions. Mais c'est vrai que sur un point de vue technique, surtout dans le domaine de la production audiovisuelle, dans le domaine de la logistique, on a tendance à recourir aux étrangers parce que déjà la technologie vient d'eux, tout ce qui est matériel vient d'eux, donc on a tendance à recourir. Mais les Congolais qui font du bon travail, il y en a beaucoup. Donc je ne vois aucune raison pour lesquelles on ne va pas associer les Congolais à des grands projets. D'ailleurs, le gouvernement, même pour les événements locaux, les événements du gouvernement, les événements de grandes entreprises, je pense qu'il y a des grosses agences aujourd'hui qui ont fait leurs preuves, qui méritent de pouvoir avoir ces marchés-là à la place des étrangers. Teddy, nous sommes en train de remarquer depuis plusieurs années, une dizaine d'années, la centralisation des opportunités d'affaires au lieu d'une disponibilisation générale ou une opportunité à tous. Mais nous voyons certaines entreprises, surtout dans le secteur de la télécommunication, ces mêmes entreprises qui avaient dans leur statut des objectifs clairs, des domaines définis, mais c'est lancé aussi dans l'événementiel et la communication. Par exemple, ils créent des jeux de concours, ils créent des activités, ils créent plus. Maintenant, réduisant la possibilité à d'autres structures et à d'autres experts comme vous à pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir vous exprimer et créer de la richesse par le service et les produits que vous offrez sur le marché. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela doit être réglementé? Vous ne pouvez pas être vous-même fournisseur, détaillant, ainsi de suite. Vous verrez des grandes structures, des grandes entreprises, elles clanisent tout autour d'elles. Des activités qu'elles pouvaient donner à Teddy Lelo à pouvoir faire pour que Teddy Lelo, son entreprise, marche. Mais elles-mêmes, est-ce que vous ne remarquez pas qu'il faut
décentralisé qu'il faut que l'État puisse réglementer ces secteurs-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, le souci de la réglementation est une problématique importante au sein du secteur de la communication et de l'événementiel. Il faut absolument les entreprises qui se fédèrent, ça peut être autour des structures qui défendent les intérêts des entreprises, de pouvoir revendiquer ces choses-là. Et les communicants aujourd'hui s'organisent pour pouvoir être le contrepoids de ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire que des sociétés aujourd'hui qui se permettent de pouvoir empiéter sur le travail qu'elles pouvaient confier aux agences ou bien aux professionnels de l'événementiel. Mais évidemment, je pense que c'est une question qui devrait être débattue au sein de l'univers professionnel. Moi, personnellement, j'ai une structure qui s'appelle le FOREC, le Forum de l'événementiel congolais, dont l'un des objectifs est de militer pour la professionnalisation du secteur, qui parle de professionnalisation, parle des métiers, parle des codes, des règlements bien précis que les gens peuvent suivre pour pouvoir recourir à des prestations. Un niveau de prestation acceptable avec des barèmes de prix. Aujourd'hui, tout se fait de façon un peu désordonnée. Voilà pourquoi les gens peuvent prétendre à tout. Donc je peux aussi, c'est compréhensible, mais c'est quelque chose pour lequel les sociétés doivent se battre. Les professionnels que nous sommes devons nous fédérer autour de structures, adresser même des mémos au gouvernement pour que ces choses-là puissent être suivies. Vous voyez un peu? Donc si aujourd'hui, dans d'autres secteurs, ça limite le pouvoir ou les activités des entreprises, si je donne encore une fois l'exemple du secteur minier, il y a des domaines dans lesquels la société ne peut pas elle-même faire deux ou trois activités. Elle est obligée de sous-traiter. Voilà un peu. Je pense que on devrait avoir la même logique aussi dans la communication et l'événementiel. Ça va permettre de pouvoir faire vivre les entreprises, que les entreprises puissent agrandir, employer les jeunes et que voilà, créer de l'emploi et ainsi de suite. Teddy, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Là, c'est une approche pédagogique à tous les jeunes qui te suivent partout dans le monde et même les entrepreneurs et ceux qui travaillent aussi. Quelle est la place de l'échec? Est-ce que vous avez eu à échouer? Bien sûr, je pense que la plupart du temps, on échoue. Honnêtement, la plupart du temps, on échoue. Peut-être la victoire peut représenter 20 à 30% de ce qu'on fait, de l'ensemble des choses qu'on fait. 70 à 80% du temps, on est soit en train d'échouer, soit on est dans un processus qui n'est pas la réussite. Donc, avoir un bon rapport avec l'échec est essentiel à la vie. Pas seulement au domaine professionnel, mais à la vie en soi. Si on regarde dès lors qu'on était tout petit, en apprenant à marcher, on est tombé. On est tombé une fois, deux fois, on s'est fait mal, on a pleuré, mais ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté. Parce qu'il faut être focus sur la ligne finale, il faut être focus sur l'objectif. Entre le moment où vous faites des actions et le moment où vous voulez atteindre un objectif, ça sera pas du jour au lendemain. Il y aura une série d'échecs. L'échec doit constituer quelque chose qu'on prévoit dans notre processus. Quelque chose qu'il faut apprendre à accepter. La chose la plus importante avec l'échec, c'est qu'il faut apprendre de ses erreurs. Une fois qu'on tombe, ce n'est pas le problème, ça arrive à tout le monde. Mais le plus grand problème, c'est de ne pas savoir se relever. Il faut savoir se relever, apprendre pourquoi je suis tombé, qu'est-ce que j'ai mal fait et qu'est-ce que je devrais améliorer. Ça nous permet de pouvoir améliorer nos connaissances. Celui que vous appelez expérimenté, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui a échoué plusieurs fois. Parce que quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui sait ce qu'on ne doit pas faire. Parce qu'on dit, la part de ce qu'on ne connaît pas sera toujours plus importante que la part de ce qu'on connaît. Donc, un expérimenté, c'est quelqu'un qui maîtrise l'échec, qui ne maîtrise pas forcément ce qu'on doit faire. Parce que ce qu'on doit faire est dans le domaine de l'apprentissage. Tous les jours, on découvre. Voilà pourquoi l'innovation existe. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on sait comment on fait, ça s'arrête là. Non, on apprend toujours comment on fait. Mais par contre, on apprend ce qu'il ne faut pas faire.
Et c'est ce qui fait la différence entre un professionnel et quelqu'un qui est un novice. Est-ce que si vos activités entrepreneuriales ne marchent pas, est-ce que l'on doit abandonner? Est-ce que nécessairement il faut abandonner? Non, tout dépend des temps et des circonstances. Il n'y a pas vraiment de réponse toute faite à cette question. Ça dépend de vous, ça dépend de votre vie, de vos réalités. Je ne peux pas, moi, vous dire... il y a des fois, il faut abandonner. Il y a des fois où l'abandon, et quand je dis abandon, c'est par rapport à quelque chose de précis, pas dans l'ensemble de la vie. Dans l'ensemble de la vie, il faut jamais abandonner. Il faut toujours aller de l'avant, peu importe. Essayer A, ça ne marche pas, il faut essayer A', B, B, C. Il faut toujours chercher par quelle voie partir pour pouvoir atteindre ses rêves, ses objectifs et ses ambitions. Mais on peut se retrouver dans un contexte où il faut abandonner. Moi, j'ai des projets que j'ai abandonnés parce que ça me prenait du temps, parce que ça me prenait de l'argent, parce que ça me prenait mon énergie. Mais j'ai compris que pour l'instant, pour le moment, je ne peux pas atteindre cet objectif. Il me manque ça. Mais bon, je m'étais déjà investi. Je dois me réorienter. Même au sein d'une même société, la société se réinvente. J'ai créé ma société pour répondre à X besoins. Poum, il y a Covid. Nous, on s'est retrouvés, l'année 2020 a commencé, on était très enthousiastes. Mars, confinement. Organisation des activités arrêtées. Pendant un temps indéterminé. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous réinventez. Vous vous réinventez. Vous dites, OK, on ne va plus faire ça de cette manière, on va faire ça de cette manière. Vous apprenez à étudier votre environnement. Quels sont les nouveaux besoins qui naissent? Comment, avec mes compétences, je peux y répondre? Vous voyez? Donc, abandonner, c'est aussi une compétence. Savoir abandonner, je peux dire que c'est même une compétence. Donc, le mot abandon n'est pas toujours à prendre au sens négatif. Il y a des fois, abandonner est important. Mais de façon générale, il faut toujours être persévérant. Il faut toujours savoir aller de l'avant. Comment, surtout pour les entrepreneurs qui commencent, quelle est la relation qu'ils doivent avoir avec l'argent? Comment gérer leur argent? Comment dépenser leur argent? L'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Surtout dans le milieu professionnel, dans le contexte d'entreprise, c'est l'argent qui vous permet de faire grandir votre entreprise. Parce que votre entreprise a des coûts, a des charges fixes. Vous avez un bureau, vous avez du matériel, voilà, il y a une série de choses qui rentrent en compte pour que vous puissiez exercer votre activité. Comment vous faites si vous n'avez pas d'argent? Par contre, pour moi, je dirais qu'un entrepreneur ne peut pas être limité par l'argent. Parce que ce qui drive un entrepreneur, c'est l'idée, c'est son savoir-faire, c'est la solution que l'entrepreneur veut apporter. Et l'argent ne répond pas toujours à tout. L'argent n'est pas forcément le premier problème de l'entrepreneur. Le premier problème de l'entrepreneur, c'est la solution que cet entrepreneur apporte et la manière dont l'entrepreneur le fait. Ces deux choses peuvent attirer l'argent. Vous savez qu'il y a dans le domaine des investissements, il y a des fonds qui sont disponibles aujourd'hui, mais les entrepreneurs ne sont pas toujours constitués de manière à capter ces fonds. Si ce que vous faites, c'est ce que vous devez faire et vous le faites de la bonne manière, vous allez attirer l'argent. Donc, considérez l'argent comme quelque chose qui peut être passif dans un certain sens et c'est quelque chose qui dépend de vous. Donc, il faut avoir un très bon rapport vers l'argent. Les entrepreneurs qui commencent doivent se focus sur ce qu'ils peuvent apporter. Il y a beaucoup de choses qu'on a accepté de faire, des sacrifices, parce qu'on voulait, à la place de gagner de l'argent, apprendre. Quelqu'un peut venir auprès de vous pour dire, monsieur, ça ne faut rien, je serai votre porte-bagages. Je veux porter votre sac pendant une année, parce qu'il veut apprendre de vous. Demain, il pourra dire, moi, je sais comment on porte les bagages. Il crée une entreprise avec des jeunes qui portent des bagages. Voilà, ça dépend vraiment d'un chacun. C'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que les jeunes entrepreneurs peuvent se dire en suivant Teddy Lelo avec les différentes casquettes que vous avez présentées? Ce que moi je pense que les gens peuvent retenir, c'est que le plus important, c'est de pouvoir avoir une vision de soi-même, de pouvoir avoir des objectifs et de foncer. Que ce soit en tant qu'entrepreneur ou pas. Parce que tout ça, c'est des enveloppes en fait. Le plus important, c'est ce qu'on apporte. Et on peut apporter ça dans une entreprise de quelqu'un d'autre.
Tout comme on peut se décider de créer sa propre entreprise. Tout ça sont des casquettes qu'on peut enlever, changer. Moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis directeur marketing au parc aquatique. C'est une fonction que j'occupe dans un gros projet. C'est parce que j'étais capable de pouvoir apporter tout ça. Donc, je pense que les jeunes, ce qui est plus important, c'est d'apprendre. La jeunesse est une opportunité. On a l'énergie, on a le temps de pouvoir apprendre, absorber et n'hésitez pas d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. N'hésitons pas, je me mets dedans, d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre et de savoir s'organiser aussi. Apprendre à s'organiser parce qu'on aura des opportunités qui vont se présenter. Tout dépend de la manière dont on réagit à ces opportunités-là et tout dépend de la manière dont on capitalise sur ces opportunités. Donc en gros, c'est ce que je peux dire et surtout ne jamais lâcher. Est-ce que M. Teddy pourra répondre aux SMS de téléspectateurs de jeunes entrepreneurs? Bien sûr. D'accord. Nous avons reçu pour vous M. Teddy Lelo, entrepreneur, professionnel dans le domaine de l'événementiel et de la communication. Actuellement, directeur marketing d'un grand projet du groupe Parc Aquatique. C'est un réel plaisir. Vous êtes entrepreneur, vous êtes opérateur économique, vous êtes quelqu'un qui veut innover, aller de l'avant. C'est votre espace. Vous pouvez aussi poser des questions à M. Teddy Lelo. M. Teddy Lelo, un grand merci. Je ne pense pas que ce sera la dernière fois. Non, c'est moi qui vous remercie. C'était un grand plaisir de partager avec vous. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous avez suivis, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.